Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va donner une note à Rob Pelinka. On va parler du GM et président des opérations basket des Los Angeles Lakers, du travail qu'il a fait dans un contexte extrêmement difficile. Nous allons lui donner une appréciation sur ce travail effectué. Dans l'émission d'aujourd'hui, Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Comme j'ai pu le dire dans des vidéos précédentes, les objectifs des Los Angeles Lakers étaient assez précis lors de cette intersaison. Les Lakers se sont fait marcher dessus par les Wolves de Minnesota. Il fallait apporter de la dureté dans cette équipe, de la taille sur le poste 5, de la versatilité sur le périmètre, avoir un défenseur en point of attack et d'une manière générale, il fallait apporter beaucoup de fraîcheur et de qualité athlétique à cette défense des Los Angeles Lakers. Eh bien, c'est exactement ce que Rob Pelinka a fait. Et pour arriver à ces objectifs, il y avait pas mal d'obstacles à contourner. Les obstacles étaient particulièrement nombreux cette intersaison. Le premier obstacle, c'est bien sûr le premier éperon. De ce premier éperon dépendaient les ressources qui allaient être utilisées, notamment ce fameux full mid-level exception. Il y a également le deuxième éperon qui attend, qui est le niveau le plus contraignant, où les équipes NBA qui sont dans ce palier-là sont complètement paralysées et ne peuvent plus faire de mouvement. C'est ce qui est arrivé à Boston et vous avez vu comment une équipe championne de Boston s'est désagrégée en une intersaison. À côté de cette contrainte qui était le deuxième éperon, il y avait également la player option de LeBron James. De cette player option dépendait pas mal de choses, nous allons en parler. Et notamment, cela dépendait du contrat qu'allait recevoir Dorian Finney-Smith, qui lui aussi possédait une player option. Et c'est pour ça que Rob Pelinka a dit, on commencera à agir lorsque ces deux joueurs auront pris leur player option ou alors l'auront décliné. Et dans ce cas, vous allez voir que ça a été du 50-50. L'un l'a pris et l'autre l'a décliné. Il y avait également comme enjeu la prolongation d'Austin Reeves. Et vous allez voir que ça s'est pas passé particulièrement bien pour les Los Angeles Lakers qui ont désormais l'épée de Damoclès au-dessus de la tête lorsqu'il s'agit du cas Austin Reeves. Mais surtout, le plus grand enjeu de cette intersaison, c'est la prolongation de Luka Doncic. On a beau faire beaucoup de choses, si Luka ne prolonge pas, c'est un échec pour 10 ans pour cette organisation. Mais vous allez le voir aussi, ça prend le bon chemin. Donc, il y avait pas mal d'obstacles à contourner. Les choses auraient pu partir d'un côté comme de l'autre. C'est ce qu'on va voir. Les Lakers possédaient un certain nombre de moyens, notamment la team option sur le contrat particulièrement bon marché de Jordan Goodwin. On verra que les choses ne sont pas forcément passées comme les Lakers l'auraient voulu. Ils avaient également tout le package, les assets, les contrats expirants qu'ils auraient pu utiliser dans un trade afin d'améliorer cet effectif. Ils avaient également le pick 55 à la draft, une draft particulièrement profonde. On va voir qu'ils ont fait un excellent travail à ce niveau-là. Ils avaient à côté de cela soit le full mid-level exception,
ça dépendait de la décision de LeBron et de la décision des Lakers par rapport à DFS et également de la prolongation pour Austin Reeves. Ils avaient à coup sûr le biannual mid-level exception et ça c'était un atout extrêmement important qu'il fallait gérer avec beaucoup de précautions. À côté de ça, ils avaient les early bird rights sur un certain nombre de joueurs, notamment Jackson Hayes. On va voir qu'ils l'ont utilisé à bon escient. Ils avaient également, et ils ont toujours, les contrats minimums. Vous savez que le prix des joueurs est tellement élevé qu'il est difficile d'utiliser ces contrats. Bref, les Los Angeles Lakers avaient beaucoup de moyens, mais l'utilisation de ces moyens dépendait d'un certain nombre de choses qui devaient se passer en amont afin qu'en aval, on puisse utiliser ces exceptions, ces ressources. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Les Lakers ont donc utilisé un certain nombre de leviers afin de monter dans la draft. Ils avaient au départ le pick 56 et il fallait monter jusqu'au niveau du pick 36 pour aller chercher un joueur qui était projeté comme un joueur de loterie, c'est-à-dire dans les 15 premières franchises de la NBA. Et ils ont été le chercher à la 36e position, ce qui constitue un style pour les Los Angeles Lakers. Et quel est ce joueur, quel est ce profil? C'est Abou Thiero, joueur athlétique ô combien, capable de défendre de manière continue sur les 3 premiers postes du basket, c'est-à-dire le poste de meneur, le poste de deuxième arrière et le poste d'ailier, et même parfois sur le poste de power forward. Excellent travail de Rob Pelinka, même si vous allez le voir, il y a des conséquences par rapport à cela, puisque les Lakers ont utilisé du cash plus leur pick 55 pour monter dans un premier temps dans cette hiérarchie. Et ensuite, ils ont utilisé à nouveau du cash et le pick qu'ils ont reçu pour monter à nouveau au pick 36 et sélectionner Abou Thiero. Excellent travail des Los Angeles Lakers, mais vous allez le voir, du point de vue de la flexibilité, cela a des conséquences. Les Lakers ont également fait du travail pendant cette draft pour renforcer leur portefeuille de two-way. Pour cela, je vous renvoie à la dernière émission que j'ai publiée où les Lakers ont utilisé les two-way de manière extrêmement stratégique. Puisque dans un premier temps, ils ont pu donner un contrat à Christian Koloko qui est un pivot pour régler le problème à l'intérieur. Ils ont également utilisé un joueur, un scoreur au low post, quelque chose qu'ils n'avaient pas, c'est Eric Dixon. Et aussi un chien de garde en la personne de Chris Manon, qui est un joueur qui fait les petites choses intéressantes afin de renforcer les chances de victoire de son équipe. La free agency des Lakers a commencé par une mauvaise nouvelle. LeBron James a pris son option à 52,6 millions de dollars, soit une part énorme dans la masse salariale des Los Angeles Lakers, mais qu'en même temps, les Lakers perdaient Dorian Finney-Smith. Il est clair et il est honnête de dire tout de suite que si LeBron James avait décliné cette option et avait pris un contrat moindre, les Lakers auraient pu signer et garder Dorian Finney-Smith DFS. Même s'il faut aussi être honnête et dire que Dorian Finney-Smith voulait un contrat plus long et que les Lakers, on le verra tout au cours de cette émission, ont un objectif pour la fin de la saison 2026-2027 où ils essaient de garder leur masse salariale intacte afin de jeter cet argent sur un joueur majeur. Mais peut-être que si LeBron avait décliné cette option et avait signé pour un montant moins conséquent, les Lakers auraient pu convaincre Dorian Finney-Smith d'avoir un meilleur salaire, un plus grand salaire, mais sur 2 ans, selon le même schéma pour les autres joueurs qui ont signé aux Los Angeles Lakers. Ensuite, les Lakers ont
su qu'à ce moment-là, puisque Dorian Finney-Smith n'était plus dans leur boucle, ils étaient en dessous du fameux premier éperon. Ainsi, ils pouvaient disposer de ce qu'on appelle le Non-Taxpayer Full Mid-Level Exception. Ce Non-Taxpayer Full Mid-Level Exception a permis aux Lakers d'utiliser une partie de cet argent, une somme qui est à 14,1 millions de dollars, pour signer un shooter polyvalent du nom de Jack LaRavia. Contrat de 2 ans, 12 millions de dollars, avec une option de joueur en 2026-2027. Ensuite, ils vont faire quelque chose qui va changer toute la dynamique en signant quelqu'un qui est arrivé sur le marché de la free agency, mais en buyout. C'est pour ça qu'on laisse ça pour la catégorie des buyouts. Et puis, ils ont signé un client de Bill Duffy qui a déjà joué plusieurs années aux Los Angeles Lakers. C'est Jackson Hayes, un joueur qui fit très bien avec Luka Doncic. Ça tombe bien, ils sont de la même agence. Donc, purement au niveau de la free agency, les Lakers n'ont signé que 2 joueurs. Jackson Hayes, avec un early bird rights, le droit d'aller un peu plus que la masse salariale pour signer un joueur qui a déjà joué plusieurs années pour vous. Ça a créé directement au profit de Jackson Hayes ce qu'on appelle un no trade clause. Et il a décidé de renoncer à ce no trade clause. Donc, c'est un accord entre Bill Duffy et les Los Angeles Lakers. Vous avez un pivot qui a joué pour vous ces 2 dernières années, qui a été particulièrement bon l'année passée. Vous lui payez un peu plus cher et il enlève cette no trade clause. Tout le monde est gagnant dans cette situation. Cet accord entre Bill Duffy et les Los Angeles Lakers va créer des problèmes pour la suite des événements. Je vous en parle tout de suite. Mais parlons justement de ce buyout market qui a changé la donne pour les Los Angeles Lakers. Il n'y avait pas sur le marché des free agents un pivot de qualité de type titulaire qui allait prendre l'argent que les Lakers ont utilisé pour signer DeAndre Ayton. Je sais, c'est un pari risqué puisque ce garçon n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il faut le gérer, il faut le motiver, mais je ne connais personne capable de motiver mieux quelqu'un que Luka Doncic lorsqu'il va lui lancer des ballons qu'il va claquer à tout va. DeAndre Ayton, Luka Doncic, ça va être un dynamic duo. Ces deux-là, ils vont écraser la NBA offensivement. Et il y a eu du potentiel en défense également, de protection de cercle dans le chef de DeAndre Ayton. Mais d'un point de vue offensif, je peux vous dire que je ne connais pas un meilleur fit. C'est vraiment le pivot qu'il faut à Luka Doncic pour gagner des matchs. Eh bien, le montant de ce contrat, c'est 12,6 millions de dollars sur 2 ans, soit 8, et des poussières pour cette saison. Et l'année d'après, ce sera une player option. Cette fameuse année 2026-2027. Gros coup vraiment de Rob Pelinka et les Lakers en allant chercher un pivot qui, malgré ses mauvaises années, a toujours tourné en double-double. C'est un joueur important, c'est un joueur impactant à qui il faut un peu de motivation. À côté de ça, les Lakers ont fait un coup encore plus exceptionnel. C'est l'acquisition de Marcus Smart. J'en ai fait une vidéo. Et alors la question, est-ce qu'on pouvait acquérir Marcus Smart, s'est posée aux Los Angeles Lakers qui étaient en difficulté pour pouvoir le signer, puisque en signant Jackson Hayes au-dessus du barème du salaire minimum, ils se sont mis dans une situation où il n'y avait pas assez d'argent en dessous du premier éperon pour aller payer un joueur comme Marcus Smart. Du coup, il y a eu des dégâts collatéraux, c'est-à-dire ils ont coupé un joueur que j'aime particulièrement, c'est Jordan Goodwin. Et ils ont également coupé Shake Milton. Gros coup des Los Angeles Lakers qui ont préféré sacrifier Jordan Goodwin afin d'aller chercher un joueur qui est impactant. Ancien meilleur défenseur de la ligue, il est vrai,
que c'était il y a 3 ans, mais il a encore quelque chose à apporter à cette équipe des Los Angeles Lakers au niveau de sa défense, de sa capacité à mener le jeu, à prendre des shoots quand ça compte et surtout son leadership. Au niveau du buyout, les Lakers ont fait les 2 plus gros coups pour moi de toute l'intersaison. Mais il y a quand même quelques dossiers qui sont en attente. Le premier dossier en attente, c'est cette prolongation qui n'a pas été acceptée par le camp d'Austin Reeves, ce qui fait que l'année prochaine, il sera un agent libre. Donc, s'ils n'arrivent pas à trouver une prolongation au cours de l'année avec Austin Reeves, on peut s'attendre à ce qu'il soit tout simplement tradé. Il est vrai qu'Austin Reeves sait qu'il peut avoir un meilleur salaire ailleurs, dans une équipe en construction, dans une équipe qui croit en sa capacité à être un franchise player. Mais les Lakers, peut-être qu'ils ne pensent pas à cela. En tout cas, ils ne sont pas prêts à mettre en péril leur plan de 2026-2027 pour signer, pour prolonger, je dirais donc, Austin Reeves. À côté de ce dossier, il y a le plus gros dossier. C'est celui de Luka Doncic. J'en ai parlé. Si Luka ne prolonge pas, tout ça n'a servi à rien. Mais on pense qu'il va le faire, puisqu'il a déjà dit qu'il voulait rester aux Los Angeles Lakers et qu'il voulait apporter non pas un titre, mais des titres à cette équipe. Et de fait, c'est lui qui a recruté DeAndre Ayton. C'est lui qui a recruté Marcus Smart. Vous pouvez être tranquille, chers fans des Lakers. Luka Doncic va prolonger aux Los Angeles Lakers pour le max. Ne vous en faites pas. À côté de ce dossier en suspens, il y a d'autres dossiers. Il y a les possibilités de trade pour un certain Dalton Keunig. Dalton Keunig qui n'a pas répondu aux attentes des Los Angeles Lakers. Dalton Keunig qui a été une déception absolue lors de cette Summer League. Je ferai une vidéo sur Dalton Keunig, ne vous en faites pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a certaines choses dans son jeu qui n'ont pas évolué et qu'il n'y a pas forcément un avenir pour Dalton Keunig. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. À côté de ce dossier, il y a tous les contrats expirants que les Lakers peuvent utiliser pour aller chercher encore un autre joueur important et créer de l'espace en dessous du premier éperon. Donc ça, c'est aussi un dossier en suspens. À côté de ça, il faut garder un œil sur la situation du salary cap. Les Lakers ont un total de salary cap de 194,8 millions de dollars au total, soit seulement 1,1 million de dollars sous le premier éperon. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas signer quelqu'un au-delà de 1,1, alors que le contrat minimum est au-dessus de 2 millions, sans arriver à ce qu'on appelle le premier éperon qui est extrêmement contraignant. Donc on pense qu'ils ne le feront pas. Donc ceux qui pensent à des gros trades qui arriveront, il faudra voir si les Lakers peuvent les réaliser. On fera également des émissions là-dessus. Rob Pelinka a fait un excellent travail, on vient de le voir, mais il y a quand même quelques points négatifs. Notamment le fait de ne pas avoir trouvé une solution pour trader Dalton Keunig. Pour moi, ça reste un problème puisque sa valeur vient de descendre. Et au point de vue basket, on n'a pas vu de progrès chez ce garçon. Pour vous donner une idée, je pense que Bronny James était beaucoup plus performant que Dalton Keunig, alors que Dalton a presque 5 années de plus que Bronny James. Ça, c'est un problème. À côté de ça, il a perdu DFS. Je vous ai dit, c'est la faute de LeBron James qui, à mon sens, n'a pas voulu faire ce qu'il fallait pour garder DFS. Si LeBron voulait garder DFS, il aurait fait cet effort financier et les Lakers auraient pu garder DFS. Mais de notre côté, qui suis-je pour dire à un homme de renoncer à son argent? Je suis particulièrement mal placé pour donner la leçon à ce niveau-là. Ça, c'est le deuxième point négatif. Le troisième point négatif, c'est le fait d'avoir perdu Jordan Goodwin. Certaines personnes, notamment, je pense que ça doit être Rodrigue ou Lionel,
m'ont dit, est-ce que c'était pas mieux de couper Bronny James au lieu de couper Jordan Goodwin? Et je leur réponds que le contrat de Bronny James était garanti. Du coup, les Lakers ont fait le choix du contrat qui n'était pas garanti. Parce que si vous coupez quelqu'un qui est garanti, cet argent reste dans votre comptabilité. Donc, ça n'a servi à rien de le couper. Quand vous coupez quelqu'un qui n'est pas garanti. C'était le cas de Jordan Goodwin partiellement et c'était le cas de Shake Milton totalement. Ces dossiers constituent les points négatifs du parcours de Rob Pelinka pendant cette intersaison, mais surtout, les Los Angeles Lakers sont dans une situation de hard cap. Alors, je vous en parle. L'utilisation du full mid-level exception a hard capé l'équipe des Los Angeles Lakers qui se retrouvent aujourd'hui dans l'obligation de rester en dessous du premier éperon pour ne pas avoir des sanctions qui leur tombent dessus. Comment les Lakers se sont hardcapés? Eh bien, quand une équipe utilise certaines exceptions spécifiques, elle déclenche automatiquement ce qu'on appelle le hard cap pour le premier éperon. Pour rappel, 195,9 millions de dollars. Ces exceptions sont le full mid-level exception, le biannual mid-level exception. Les sign and trade seront beaucoup plus difficiles pour les Los Angeles Lakers et surtout, il ne faut pas oublier que les Lakers ont rentré du cash dans leurs transactions lors de la draft et cet argent va également être utilisé contre la marge de manœuvre des Los Angeles Lakers qui aujourd'hui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Le fait d'avoir utilisé du cash pour monter dans la hiérarchie de la draft et pour aller chercher Abu Chiro, eh bien ça a créé une situation de complexité financière supplémentaire pour les Los Angeles Lakers. Maintenant, quelle est la note de Rob Pelinka pour le travail fourni pendant cette intersaison? Je vais être honnête et je vais donner un 8 sur 10 à Rob Pelinka. Rob Pelinka est arrivé avec beaucoup de contraintes, on a vu. Il est arrivé avec la player option de LeBron James qui a pesé très lourdement dans sa marge de manœuvre. Il a certes perdu DFS, mais il n'avait pas tellement de choix puisqu'il a cet objectif de 2026-2027 qui lui permettra d'aller chercher un joueur majeur pour mettre avec Luka Doncic lorsque LeBron James sera désormais hors de la comptabilité des Los Angeles Lakers. Et on part du principe que ce joueur-là n'est pas Austin Reaves. Donc, Rob Pelinka a fait un excellent travail qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Aller chercher sur le buyout market des joueurs impactants, des joueurs qui sont de niveau NBA, l'amélioration significative de la défense en point of attack avec Marcus Smart, un joueur légitime à l'intérieur de la raquette qui est capable de jouer en défense potentiellement et surtout en attaque. Donc, il y a un excellent travail qui a été fait. Bien sûr, il y a des points à améliorer. Il n'y a que 1,1 million de dollars en dessous de ce premier éperon, ce qui constitue une menace quand même financière pour les Los Angeles Lakers. Il y a une grande difficulté à pouvoir signer le 15e joueur. Donc on part du principe que s'il n'y a pas un trade, les Lakers iront à la saison prochaine avec 14 joueurs. Et c'est là que les two-way jouent leur rôle. Si les Lakers n'ont que 14 joueurs, ça leur enlève un peu de dynamisme. Eh bien, il faut s'attendre à ce qu'ils aillent chercher stratégiquement dans le panier des two-way pour compléter certains moments de la saison où il y aura des blessures et de la fatigue, etc. Très bon travail donc de Rob Pelinka. Et aujourd'hui, je peux le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Pardon, Rob Pelinka. Pardon. Compte tenu du contexte, tu as fait un excellent travail. Voilà, c'en est terminé pour cette émission sur le bilan du travail fourni par Rob Pelinka pendant cette intersaison. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu.
Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous voyez que le contenu continue. Je suis du côté de Ubud à Bali, pourtant j'analyse le travail de Rob Pelinka. Dites-moi ce que vous pensez de ce travail. Quelle note vous donneriez à ce travail? Et enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.